Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne sais pas si je dois remercier Alain Supiot, tant le sujet qu'il m'a confié est à la fois transversal et du coup proprement infaisable. Donc je vais me contenter de quelques jalons. La question de la garantie de l'État en dernier ressort suppose d'abord de marquer la distinction entre les notions juridiques de garantie et de responsabilité. La responsabilité peut être définie comme l'obligation pour une personne quelconque de répondre d'un fait dommageable, fautif ou non, qui lui est imputable. Et en revanche, la garantie désigne, si on en croit l'étymologie, la fonction de certification d'une vérité. C'est donner l'assurance de la qualité de quelque chose. En droit civil, par exemple, la garantie transfère à un tiers, le garant, le risque couru initialement par le créancier d'une défaillance du débiteur. C'est donc un mécanisme par lequel une situation déterminée est protégée des aléas de certains d'entre eux par un tiers garant. Se porter garant d'une dette, c'est assurer le créancier qu'elle sera payée, quoi qu'il arrive. C'est renforcer en quelque sorte la promesse que contient cette dette. Donc de prime abord, la garantie, de ce point de vue, est un mécanisme de suppléance de la responsabilité. Le tiers garant se substitue au responsable direct ou au responsable primaire. Et de ce point de vue, la garantie peut mettre dans l'ombre la responsabilité au risque de la dissoudre, le cas échéant. Mais en réalité, même dans le cas où la responsabilité paraît totalement objective, la distinction entre responsabilité et garantie n'est que relative. Car la garantie peut encore apparaître d'une certaine façon, et en réalité, c'est-à-dire justement en dernière analyse, comme la mise en œuvre d'une responsabilité pour le garant, au sens d'une charge qui lui incombe en propre. Dans cette optique, cette responsabilité de garantir est néanmoins seconde par rapport à celle primaire du responsable direct. Ses fondements et ses fonctions sont donc spécifiques. D'où, sans doute, la place de l'État pour assurer en dernier ressort cette garantie, outre qu'elle n'est pas intransitive, puisque par hypothèse, il s'agit toujours de garantir quelque chose, la garantie n'est pas non plus réflexive vis-à-vis de l'État, parce que l'État ne se garantit pas lui-même, il ne sert pas, en tout cas en principe, ses propres intérêts. Alors, sans voir dans l'État nécessairement un bienfaiteur par nature, on ne peut pas non plus négliger le fait que, en tout cas, l'État moderne s'appuie sur une justification proprement monumentale du désintéressement, qui veut que l'État agisse in fine, en tout cas, pour le bien collectif, ce qu'on pourrait appeler l'intérêt général, et non pas pour lui-même. Or, l'État garant, la question de l'État garant en dernier ressort, nous convoque en ce point limite, au-delà duquel tout de l'ordre social ou de l'ordre politique se trouverait compromis. Cette figure de l'État garant en dernier ressort en fait donc un acteur paradoxal, à la fois subsidiaire et absolument déterminant. Subsidiaire parce que cet État garant n'intervient qu'après épuisement des autres instances ou dynamiques sociales, mais aussi déterminant, proprement salutaire, parce que l'État est alors l'ultime rouage qui permet soit de réparer les conséquences d'un sinistre ou d'une catastrophe, soit d'éviter ou de prévenir une telle catastrophe. Et donc en jeu ici, un point qui pourrait s'inscrire dans le sillage de Carl Schmitt, l'État est-il encore aujourd'hui celui qui décide en cas de situation exceptionnelle? En quoi les États ont-ils la maîtrise des choses en dernier ressort? Alors il est indéniable que nous sommes habitués, plutôt d'ailleurs en Occident, à ce mythe d'un État statique, si j'ose dire, c'est-à-dire d'une figure tutélaire et indéfectible. Cette capacité à répondre, y compris en cas de défaillance des autres acteurs sociaux, atteste d'une sorte d'exceptionnalité des États qui fait des États des acteurs singuliers parce que fondamentalement politiques. Or, cette exceptionnalité des États est aujourd'hui mise à mal. Elle est tout d'abord banalisée par l'ampleur de nouveaux enjeux, notamment mondiaux, économiques, environnementaux, etc., et puis par une perte de stature idéologique, une forme de défiance tous azimuts à l'égard de l'État, organisée parfois, du reste, par les États eux-mêmes, au point que ces États sont désormais sujets à défaillance ou à dépérissement. On peut donc se demander, d'abord, si tout compte fait en dernière instance, lorsqu'il est question de l'essentiel, l'État ne garde pas la main, conformément en cela à l'image traditionnelle que nous avons d'un État qui, par construction, tient bon, par étymologie, tient bon, tient debout. Mais on examinera aussi, évidemment, les motifs d'inquiétude qui tiennent à ce que l'État connaît aujourd'hui une perte de crédit, dans tous les sens du terme, et n'apparaît plus du tout nécessairement comme le dernier recours.
Du point de vue de la persistance de la garantie de l'État en dernier ressort, cette fonction de garantie en dernier ressort repose sur de solides justifications, ou reposait peut-être sur de solides justifications, et on ne pourra s'en faire une idée à peu près claire qu'en examinant quelques exemples. Dans un premier temps, donc, les justifications de l'État garant en dernier ressort. La principale justification de cette institution de l'État garant en dernier ressort tient à son caractère exceptionnel. Il est et demeure largement le lieu de la décision politique souveraine. C'est précisément parce que, et en tant que l'État est l'acteur unique en son genre, un acteur unique en son genre, qu'il est autant sollicité. Le caractère subsidiaire de l'État garant en dernier ressort est d'ailleurs assez congruent avec le modèle de l'État libéral, qui n'agit qu'en cas de défaillance des autres acteurs sociaux. Si certaines missions incombent par nature, par principe à l'État, cela tient au fait que seul l'État est en mesure de les assumer convenablement. L'intérêt général prédispose l'État à une certaine prévalence de sa volonté sur les volontés individuelles. C'est le cas, assurément, pour le monopole de l'édiction et du contrôle de l'application du droit, en dernier ressort, comme pour la justice, en tout cas la justice interne. Le Conseil d'État affirme que la responsabilité en termes de justice incombe toujours à l'État, ou encore pour le maintien de l'ordre public. Mais on sait que, même là où elle était opératoire, cette conception proprement minimale et subsidiaire de l'État a pu être démentie par l'expérience. C'est évidemment toute la question de l'État social. Il a fallu se doter politiquement des moyens d'éviter les catastrophes, et non plus seulement d'y répondre ou d'essayer d'y répondre après coup, de jouer sur les structures. Il s'est agi aussi de mieux répartir les risques sociaux. Et le service public, la sécurité sociale, par exemple, sont des expressions fondamentales de cet État social, garant en dernier ressort d'une certaine qualité des rapports sociaux. Mais après tout, exceptionnel, pourquoi l'État le serait-il? La part de mythe, je crois, est ici indéniable, en vertu duquel les relations sociales ne peuvent être viables, en tout cas sur le long terme, si elles restent unidimensionnelles. L'État apparaît comme ce tiers-terme indispensable au bon déroulement des échanges interindividuels. Au fond, la justification de l'État garant en dernier ressort est que quelque chose résiste à la spontanéité des rapports sociaux, des rapports privés. Par exemple, comme l'affirmait un responsable d'une compagnie d'assurance au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, le risque terroriste, disait-il, est illimité et donc incalculable. Et face à cette illimité et cette incalculable, c'est bien l'État qui joue le rôle d'un tiers faisant limite et qui incarne en quelque sorte la nécessité politique d'une certaine ternarité. Si l'on examine maintenant les manifestations, en tout cas quelques manifestations, puisque je n'ai pas du tout l'ambition d'épuiser le sujet, quelques manifestations de l'État garant en dernier ressort, l'enjeu essentiel, je crois, est le suivant. Autant il est nécessaire qu'une garantie de l'État en dernier ressort vienne suppléer les défaillances des rapports sociaux ordinaires, des rapports sociaux privés, autant il s'agit en même temps de veiller à ne pas dissoudre purement et simplement les responsabilités. Et ces formes de la garantie de l'État en dernier ressort, de cette recherche d'équilibre entre la fonction de garantie et le maintien d'une responsabilité, sont extrêmement diverses. Je me contenterai d'en évoquer rapidement trois, qui sont marquées d'ailleurs par mon tropisme français. La première forme tient à la logique de la solidarité nationale, ce qu'on appelle en France la solidarité nationale, initiée notamment après la catastrophe de la Première Guerre mondiale, pour réparer les dommages de guerre à l'époque, qui depuis a pris des accents plus généraux à travers ce qu'on appelle la socialisation du risque, ce qui illustre les fonds d'indemnisation. Les fonds d'indemnisation, leur ressort est un découplage de principes entre l'indemnisation et la responsabilité, en raison de l'insolvabilité ou de l'impossible identification des responsables, ou du fait du caractère non assurable de certains risques. Le fonds simplifie l'indemnisation. Alors les régimes et les modes de financement sont extrêmement divers. Il s'agit de contributions de l'État, de la sécurité sociale, de primes d'assurance, etc. Mais le fonds étant en principe subrogé dans les droits des victimes, l'engagement de la responsabilité des auteurs du dommage n'est pas nécessairement écarté, en principe en tout cas, en particulier en cas de faute, par exemple en cas de faute inexcusable de l'employeur pour les victimes de l'amiante. Mais c'est toutefois loin d'être une pratique systématique que cet engagement de la responsabilité après l'indemnisation.
Le deuxième exemple tient à la garantie subsidiaire de l'État en matière environnementale, une question qui nous intéresse particulièrement ces jours-ci. En la matière, le législateur français a prévu que l'État serait sollicité en dernier ressort en cas de disparition ou de défaillance des débiteurs pour ce qui concerne les installations classées. Et le droit actuel prévoit que l'État ne doit intervenir qu'en dernier ressort pour la mise en sécurité ou la remise en état des sites pollués. Le principe est en effet que, selon les cas, le dernier exploitant de l'installation, ou à défaut son propriétaire, est responsable de la prévention des risques engendrés par une installation mise à l'arrêt définitif, par exemple pour évacuer ou éliminer des produits dangereux. Si besoin, les pouvoirs publics peuvent assurer d'office, après mise en demeure, l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. Et le corollaire consiste à ce que la garantie de l'État ne soit pas un facteur d'irresponsabilité. Seul le constat d'un débiteur défaillant ou introuvable rend une intervention de l'État nécessaire, le préfet étant alors tenu par ses pouvoirs de police administrative de faire réaliser les travaux de remise en état. Donc le mécanisme est bien ici un mécanisme de garantie ultime de l'État via l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADME, laquelle assure in fine le financement des travaux dans ce cas. Cela dit, là encore, ce régime juridique des sites à responsable défaillant n'exclut pas, lorsque c'est possible en tout cas, toute responsabilité des exploitants ou des propriétaires au-delà des montages juridiques. Là encore, c'est une question particulièrement brûlante. Depuis la loi Grenelle II en France, une société mère qui a contribué à une insuffisance d'actifs de sa filiale défaillante peut être regardée comme ayant commis une faute, permettant de mettre à sa charge tout ou partie du financement des mesures de remise en état ou des sites en fin d'activité. Il s'agissait en l'occurrence d'éviter les contournements et les dilutions de responsabilité qui avaient pu être constatées par exemple dans l'affaire Métal Europe, qui avait donné lieu à une jurisprudence judiciaire. La troisième illustration tient à ce que les publicistes appellent cette garantie limitée que l'État est réputé apporter à ses démembrements. En droit positif, cette garantie étatique vaut à titre subsidiaire pour certaines personnes morales de droit public, distinctes de l'État, ces établissements publics, en premier lieu, dont les biens sont insaisissables et auxquels les procédures de droit commun d'insolvabilité et de faillite sont inapplicables, ou encore, dans des conditions d'ailleurs spécifiques, les autorités indépendantes dotées de la personnalité morale. Alors, il n'est pas certain, en l'état actuel du droit positif, qu'il existe un principe général en vertu duquel l'État français en l'occurrence, serait tenu d'apporter sa garantie en dernier ressort à toutes les personnes morales de droit public. Il n'y a sans doute pas ici d'automaticité. Mais c'est cette garantie illimitée de l'État qui a conduit, assez logiquement d'ailleurs de leur point de vue, les institutions européennes à déceler une aide d'État injustifiée dans cette garantie illimitée, accordée à des établissements publics agissant sur des marchés. Ça a été le cas notamment pour EDF, pour la Poste. Comme l'a affirmé la Commission, le rôle de l'État, je cite, en tant que garant en dernier ressort des dettes de ces établissements publics, annule les risques de défaillance sur tous leurs engagements, améliore leur notation et réduise le coût de leurs emprunts. Cela dit, le raisonnement en la matière ne paraît pas pouvoir reposer sur un critère organique, c'est-à-dire la personnalité de droit public, puisque la garantie ultime de l'État joue essentiellement en fonction des missions dont il s'agit d'assurer en dernier ressort la continuité. Ces sauvetages en situation de crise pourraient ainsi concerner certes les services publics, mais aussi, le cas échéant, toute activité privée dont la disparition serait trop nettement contraire à l'intérêt général, en raison notamment d'un risque systémique. Cette métamorphose, le passage des activités privées à des activités soutenues et sauvées par les pouvoirs publics, sauvées en tout cas en situation de crise, est évidemment un geste profondément politique, dont les sauvetages publics des banques privées après la crise de 2008 ou les renationalisations sont un exemple particulièrement net. Je n'ai pas besoin d'insister. De ce point de vue, l'État était, et sans doute demeure assez largement, par son exceptionnalité, l'assurance de ce que les besoins publics essentiels seraient effectivement satisfaits in fine, en dépit des circonstances. Un adage ancien voulait d'ailleurs, si on parle d'assurance, que l'État soit son propre assureur. Mais la garantie en dernier ressort ne doit pas laisser entendre que l'État est une sorte de garant universel de l'ensemble des risques ou activités sociaux. Si la responsabilité doit jouer son rôle, si elle doit être prise au sérieux,
Une répartition adéquate en fonction des pouvoirs et des profits doit être assurée, sinon dans l'urgence, au moins à terme. Seules les hypothèses dans lesquelles aucun autre débiteur n'est susceptible d'être sollicité méritent d'impliquer la garantie de l'État en dernier ressort. Sans doute que cette recherche de contrepartie, du reste, a fait assez largement défaut au lendemain de la crise de 2008, et les causes structurelles de la crise n'ont pas été véritablement questionnées. Et surtout, pour que ces mécanismes de garantie de l'État en dernier ressort fonctionnent véritablement, encore faut-il que l'État lui-même puisse jouer effectivement ce rôle. Or, rien n'est moins sûr aujourd'hui. On constate plutôt une érosion de la garantie de l'État en dernier ressort. Si jusqu'à présent, les États maîtrisaient en dernier lieu la plupart des enjeux dits cruciaux d'une communauté politique, rien ne va plus aujourd'hui en raison des déplacements que connaît la garantie en dernier ressort, et puis du fait que l'État lui-même n'est plus à l'abri d'une défaillance pure et simple. Le premier déplacement de la garantie en dernier ressort tient à des mouvements internes à l'État, dont il a déjà été question hier, des mouvements sur le plan institutionnel, des questions de décentralisation et de régionalisation, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, des mouvements idéologiques, toutes les formes de ce qu'on pourrait appeler les privatisations de l'État, y compris les privatisations de l'intérieur, dans le contexte du néolibéralisme d'État. Mais, cela dit, dans ces hypothèses, la figure de l'État garant en dernier ressort ne disparaît pas nécessairement. Elle peut même plutôt connaître une nouvelle vigueur. Par exemple, en tout cas pour le cas français, certaines activités, même confiées à des opérateurs privés, et nonobstant, le cas échéant, le niveau de participation de l'État dans ces opérateurs, demeurent des services publics dont l'État est, à ce titre, le garant en dernier ressort, et il peut, par exemple, procéder à des réquisitions en cas de circonstances exceptionnelles pour assurer, in fine, la continuité du service public. Alors, il n'est pas certain que ce soit une solution tout à fait logique, mais elle existe. Le deuxième déplacement est assurément beaucoup plus net, beaucoup plus massif. C'est cette question de la déterritorialisation due au changement d'échelle, des flux, des enjeux. Si les décisions politiques espèrent avoir quelque efficacité, elles doivent impliquer plusieurs États, voire la communauté internationale elle-même. Les souverainetés sont donc questionnées par le rôle des organisations et des juridictions internationales, et puis par cette forme de marchandisation de la souveraineté qu'évoquait hier Mme Murvat. Le dépassement des limites étatiques est particulièrement évident en matière environnementale. Je n'insiste pas sur la question, par exemple, des réfugiés climatiques, des réfugiés de manière plus générale d'ailleurs, mais aussi des réfugiés climatiques, et puis surtout au regard de l'enjeu de la globalisation, dont les dérèglements, ça a été évoqué déjà, ne sont pas sans lien avec les questions environnementales. Le marché mondial a plutôt conduit jusqu'à présent à ce que le recours à la justice et à l'État, la justice interne et à l'État, soit précisément perçu comme une catastrophe, comme la catastrophe à éviter pour les opérateurs économiques en particulier. En matière d'arbitrage, notamment pour les États-Unis, le génie consiste à faire de la politique avec du droit privé. Je reprends là une formule d'Antoine Garrepon qui fait écho à ce que disait hier Mme Murvat. Faire de la politique avec du droit privé, ça interroge nécessairement sur la place de l'État en tant que garant en dernier ressort de l'intérêt général. Mais on perçoit bien aussi toute l'ambivalence de cette déterritorialisation. L'État n'est pas absent de ces mutations. L'internalisation du droit suppose encore, par définition, le national, c'est-à-dire la souveraineté étatique. Car le point crucial, c'est que ce sont bien les États eux-mêmes qui ont décidé de consentir à l'ouverture, y compris celle des marchés. Ce sont eux aussi qui sont chargés d'organiser ou éventuellement aujourd'hui de réorganiser les responsabilités, et notamment par le droit. Simplement, l'internationalisation envisage l'État en articulation avec ses pairs. Et dans le cadre européen, au cœur de ce processus d'articulation se noue, je crois, le débat essentiel de la garantie des droits fondamentaux. D'une part, la souveraineté des États semble conditionnée par leur respect effectif, le respect effectif des droits fondamentaux, lequel est contrôlé de façon autonome au niveau supranational. Mais d'autre part, les États participant à une organisation internationale, y compris l'Union européenne, font eux-mêmes valoir une réserve de compétences, une capacité de résistance, en quelque sorte, en dernier ressort, justement, en cas de protection insuffisante de ces droits fondamentaux par l'organisation internationale en question. On trouve nettement cette tension au sein de l'Union européenne entre ce qui relève du commun européen et ce qui participe de ce qu'on appelle l'identité constitutionnelle de chaque État. Autrement dit, pour en rester en tout cas à l'espace européen, il est tout à fait impossible aujourd'hui d'identifier une autorité ou une légitimité suprême. En tout cas, il n'y aura sans doute pas d'issue satisfaisante à ces enjeux
sans un questionnement sur les structures et les institutions du monde capitaliste contemporain. En attendant, cette fragilisation des États connaît un prolongement inédit, au moins par son ampleur aujourd'hui, c'est la question de l'État défaillant. Alors, il y a plusieurs formes de défaillance, mais je me contenterai d'évoquer très rapidement la défaillance en matière économique. Ça a été évoqué hier, donc je peux aller très vite. D'abord pour rappeler que ce paradoxe que l'actuelle crise financière et budgétaire des États est liée à l'activation du mécanisme de garantie des États en dernier ressort, au moment de la crise financière en 2007-2008, pour le sauvetage des banques et les mesures consécutives. En ce sens, la hausse des dettes publiques n'a pas été la cause, mais la conséquence de la crise financière. D'aucuns pourraient y voir un nouvel avatar du vieux phénomène de la privatisation des profits et la publicisation des pertes. D'où l'intérêt, je crois aussi, de la question des contreparties. En tout cas, l'État est désormais lui-même aux prises avec la nécessité d'apparaître crédible, de rassurer les marchés. La souveraineté de l'État était autrefois la garantie ultime. Aujourd'hui, il est constamment question de risques souverains. Alors la question essentielle aujourd'hui, la question brûlante, c'est la question de savoir dans quelle mesure un État peut effectivement faire faillite. Alors si les juristes avaient l'habitude de dire que l'État ne peut pas faire faillite, notamment par sa permanence, le fait qu'il assure des devoirs inaliénables à l'égard de sa population, aujourd'hui on constate néanmoins qu'il y a un certain nombre de défauts de paiement d'abord, et puis qu'émerge progressivement un droit des faillites souveraines qui prend plusieurs formes, essentiellement la restructuration de la dette souveraine, et puis qui peut passer, le cas échéant, c'est un mécanisme de contournement de cette restructuration, par la solution contentieuse, avec la mise en œuvre de ce qu'on appelle le law shopping pour les fonds vautours, avec de grandes difficultés pour les États de maîtriser ces questions. Ça va poser des problèmes notamment pour l'Argentine. Alors je me contente d'évoquer une proposition de loi belge sur cette question des fonds vautours, on pourra en discuter dans le cadre de la discussion. Là encore, on constate qu'il y a une certaine résistance des États. Je n'évoque pas non plus la question de la BCE, la Banque centrale européenne, dans le cadre européen. On attend ces jours-ci la décision de la Cour de Luxembourg sur la conformité de la garantie offerte par la BCE au regard du droit de l'Union européenne. Dans tous les cas, on constate une certaine résistance des États. Le cas de la Grèce est évidemment tout à fait cardinal. Résistance qui tient à ce qu'on pourrait appeler un état d'urgence sociale, un état d'urgence humanitaire. Les États sont de plus en plus en matière de dette souveraine dans l'idée de garantir une protection minimale de la population. Quelle réponse à cet état d'urgence? C'est certainement une sorte de résistance étatique qui n'est pas nécessairement d'ailleurs un repli sur la souveraineté, puisque ça peut jouer avec, par exemple, le droit du Conseil de l'Europe, ça a été évoqué hier par M. Suppiot. Autrement dit, même dans le contexte de la mondialisation, on n'en a pas fini tout à fait avec les États, en tout cas en tant que la légitimité politique restera foncièrement attachée aux structures étatiques, pour le meilleur et pour le pire. Je vous remercie beaucoup.